Je m'appelle Christophe Bourseiller, je suis écrivain, historien, comédien parfois, et je viens vous voir à propos de ce livre, La nouvelle histoire de l'ultra-gauche, qui constitue notamment une généalogie des Black Blocs. Bah, vous savez, les courants ultra-gauche sont des courants qui luttent contre toute forme d'autorité. Historiquement, le courant ultra-gauche apparaît dans la bouche de Lénine en 1921, lorsque Lénine publie La maladie infantile du communisme, le gauchisme, une brochure justement dans laquelle les bolcheviks qui viennent de prendre le pouvoir en Russie critiquent leur aile gauche. Et cette aile gauche, c'est une aile anti-autoritaire qui considère que Lénine se trompe en considérant que le Parti communiste doit diriger l'État russe et doit prendre la direction du prolétariat. Donc l'ultra-gauche, c'est historiquement un courant marxiste, anti-autoritaire, qui apparaît au tout début des années 1920. Maintenant, il a des précurseurs, parce que cette idée communiste, en réalité, cette idée de lutter pour une société sans classe, elle est très ancienne, bien sûr. Elle remonte à la Révolution française. Et quand on voit la première assemblée de la Révolution française, il faut aller du côté de ceux qui étaient le plus à gauche dans cette assemblée. Alors on peut penser aux enragés, on peut penser à Gracchus Babeuf qui est l'inventeur d'un terme qui est le communisme, le mot communisme, dans lequel le communisme pour lui c'est une religion de la pure égalité. Donc cette tendance égalitariste, elle est très très ancienne. Néanmoins, le terme ultra-gauche apparaît techniquement au tout début des années 1920. Il existe une très très grosse différence entre l'extrême gauche et l'ultra gauche. L'extrême gauche, c'est un peu le pendant de l'extrême droite, c'est-à-dire l'extrême gauche, c'est la frange la plus extrémiste de la gauche qui lutte pour un changement radical de société et qui veut y parvenir par la violence. On pourrait dire que si on fait une cartographie de la gauche, vous avez la gauche modérée, à côté de ça qui est diverse, qui est plurielle, à côté de ça vous auriez ce qu'on pourrait appeler une gauche de la gauche, incarnée par exemple par le Parti communiste ou par la France insoumise. Et puis encore plus à gauche, vous avez l'extrême gauche, et le clivage entre la gauche de la gauche et l'extrême gauche, c'est le recours à la violence, c'est-à-dire la nécessité pour l'extrême gauche de la révolution violente. Donc ça, c'est l'extrême gauche. Maintenant, dans l'extrême gauche, vous avez un certain nombre de courants. Vous avez des courants, la plupart d'entre eux léninistes, qui soutiennent la thèse de Lénine selon laquelle le parti communiste doit diriger la révolution et prendre le pouvoir. Et puis vous avez à côté un autre ensemble qui est un ensemble anti-autoritaire, qui est pluriel, dans lequel vous avez des anarchistes qui existent depuis le 19e siècle, Proudhon étant l'inventeur du mot anarchisme, et donc les anarchistes qui sont eux-mêmes pluriels, divisés en de nombreux courants. Et à côté des anarchistes, historiquement, vous avez un petit courant, au départ de théoriciens, qu'on appelle, depuis que Lénine l'a désigné comme tel, le courant ultra-gauche. Donc le courant ultra-gauche, historiquement, alors là évidemment ça veut dire remonter un peu l'histoire, c'est un courant marxiste, anti-autoritaire. Mais très rapidement, au fil de son histoire, les frontières vont s'abolir entre cette petite mouvance ultra-gauche marxiste et la mouvance anarchiste. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez un bloc d'extrême gauche classique, on pourrait dire, et puis à gauche de ce bloc, vous avez une ultra-gauche qui est incarnée par toute cette mouvance anti-autoritaire, constituée aussi bien d'héritiers de ce marxisme des années 1920 que d'anarchistes désirant établir des ponts avec le marxisme qu'on appelle les communistes libertaires. Bah, écoutez, ce qu'ils ont en commun, tous ces gens, c'est cette espèce de rêve un peu utopique L'idée qui les soude, c'est l'idée que les révolutionnaires ne doivent pas se substituer à la classe ouvrière, c'est-à-dire que la classe ouvrière doit prendre le pouvoir toute seule, et que cette révolution par en bas
doit déboucher sur l'instauration presque magique du communisme, c'est-à-dire cette religion de la pure égalité. Et donc ce qui les soude, c'est l'idée qu'il ne faut absolument pas faire confiance aux gauchistes officiels, puisque les gauchistes officiels, eux, veulent prendre le pouvoir. Eux, ils sont dans une perspective léniniste et ils veulent établir le pouvoir du parti sur le prolétariat, alors qu'eux rêvent d'une sorte de mouvement spontané. C'est pourquoi toute leur démarche politique consiste à, en quelque sorte, à leur façon, éclairer la classe ouvrière, éclairer le peuple, pour lui donner des outils théoriques, c'est un peu utopique tout ça bien sûr, des outils qui vont lui permettre de s'emparer du pouvoir tout seul pour instaurer une société totalement horizontale et égalitaire. Le conseillisme, c'est le nom que prend l'ultra-gauche pendant une grande partie du XXe siècle. Il faut comprendre que l'ultra-gauche, en fait, c'est une formule, c'est un terme donc inventé par Lénine, qui regroupe un certain nombre de groupes, de revues, de théoriciens, de petits cénacles, en quelque sorte, mais qui, pour la plupart d'entre eux, refusent toute forme d'étiquette. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'être étiquetés, ils ont envie d'incarner quelque chose de nouveau, ils ont envie d'incarner un au-delà, au-delà du marxisme, au-delà de l'anarchisme, au-delà de la politique même. Donc ils sont dans une surenchère, on pourrait dire, mais on les désigne de telle ou telle façon. Et c'est vrai qu'on va les désigner comme conseillistes ou encore communistes de conseil. Pourquoi? Parce que la première critique qu'ils vont faire vis-à-vis de Lénine, c'est de dire vous avez instauré en Russie un État nouveau, une république que vous désignez comme soviétique. Qu'est-ce que c'est un soviet en russe? Un soviet, c'est un conseil ouvrier. Et alors, ce que disent les conseillistes, c'est qu'il faut donner tout le pouvoir au conseil, mais pas au parti. C'est-à-dire que c'est aux assemblées générales de travailleurs des usines de prendre le pouvoir et non pas au parti communiste. On est toujours dans cette vision un peu idyllique d'un communisme qui s'instaure de lui-même par en bas. Et donc l'idée du conseillisme, c'est l'idée de lutter contre l'autoritarisme léniniste, en fait. C'est un peu le paradoxe de ce livre, de cette nouvelle histoire de l'ultra-gauche, c'est qu'on s'aperçoit que ceux qu'aujourd'hui on va étiqueter de façon un peu sommaire et schématique comme des black blocs sont les héritiers d'une riche histoire et notamment les héritiers de tout un travail de réflexion sur les sociétés contemporaines qui a été entamé par les situationnistes, principalement Guy Debord et Raoul Vaneigem. L'idée de base des situationnistes, c'est de dire il faut faire de sa vie une œuvre d'art, ce qui est un beau projet, mais comment faire? Et ils s'aperçoivent que la société dans laquelle ils vivent bride en quelque sorte l'épanouissement. Et à partir de là, ils se livrent à une analyse critique des rouages de la société contemporaine, analyse critique qui prélude et qui influence par exemple les travaux de gens comme Jean Baudrillard par exemple. Et alors que dit en particulier Guy Debord? Il dit que nous vivons dans la société du spectacle. Qu'est-ce que le spectacle? En fait, le spectacle, selon lui, c'est la forme moderne de l'idéologie. C'est-à-dire, en gros, il nous explique que, si je peux synthétiser cette réflexion, que nous sommes tous les acteurs d'un film dont nous n'avons pas écrit le scénario. Nous nous croyons libres, mais en réalité, nous sommes aliénés. Et Guy Debord nous appelle à un sursaut salutaire, c'est-à-dire de braquer le regard sur l'aliénation pour comprendre en quoi nous sommes aliénés et nous libérer en quelque sorte de cette aliénation subtile qui caractérise les sociétés dites démocratiques. Car il faut bien comprendre que pour l'ultra-gauche, il n'y a pas de différence de nature entre les dictatures et les sociétés démocratiques, dans la mesure où pour eux, c'est toujours le régime capitaliste qui perdure. Donc pour eux, ce qui les intéresse, c'est de détruire le régime capitaliste, ce qui les amène à faire cette sorte de mise à plat entre les différents régimes.
Alors c'est assez différent, c'est-à-dire que ce qui se passe avec l'ultra-gauche, c'est que donc les acteurs de l'ultra-gauche ne sont pas des militants au sens classique du terme, parce qu'ils récusent le militantisme dans les organisations classiques, et eux se veulent au-delà du politique, ils se considèrent comme les seuls et uniques adversaires de ce monde. Et donc Guy Debord, lorsqu'il voulait lutter contre le capitalisme, contre cette société, pensait qu'on ne pouvait lutter tel David contre Goliath qu'en donnant des coups de canif dans l'idéologie. C'est la raison pour laquelle il a écrit La Société du spectacle, pour faire douter ses lecteurs en quelque sorte. Alors, quelques années plus tard, un certain nombre d'acteurs de l'ultra-gauche réunis autour d'un petit collectif qui s'appelait la Vieille Taupe, d'après la Vieille Taupe de Marx, parce que selon Marx, la Vieille Taupe, c'est la taupe de la Révolution qui ressurgit périodiquement. Et donc ce groupe de la Vieille Taupe va procéder à une analyse discutable, c'est le moins qu'on puisse dire, qui consiste à dire nous voulons en quelque sorte ruiner l'idéologie qui domine. Or, la Shoah se trouve au cœur de l'idéologie démocratique parce que la Shoah soude l'idéologie démocratique. C'est-à-dire que c'est finalement la démocratie se construit beaucoup en référence au régime totalitaire pour justement ne pas sombrer dans le totalitarisme. Et donc, disent-ils, à partir du moment où on ébranle la Shoah, cette donnée de la Shoah, à ce moment-là, on va ébranler le régime démocratique et on va donc faire chuter le système capitaliste. C'est pourquoi ils vont aller chercher les travaux de deux écrivains du XXe siècle, qui sont Paul Racinier et Robert Faurisson. L'un et l'autre remettent en question le génocide nazi. Alors ils vont rentrer dans cette démarche-là qui va les amener très rapidement à des alliances avec l'extrême droite. Et donc on va se retrouver dans une espèce de mélange assez malsain d'acteurs de l'ultra-gauche qui se décrédibilisent en devenant des négationnistes et puis de militants d'extrême droite qui sont tout à fait étonnés et ravis de pouvoir mettre sur les présentoirs de leur librairie des journaux d'ultra-gauche qui vont cohabiter avec leurs journaux habituels de l'extrême droite. Et c'est sans doute là, d'ailleurs, un des plus grands échecs historiques de l'ultra-gauche. Mais il faut savoir que l'ultra-gauche a une part d'ombre qui remonte à plus loin. C'est-à-dire que lorsque vous remontez jusqu'à la naissance d'Hitler, jusqu'au fascisme, vous vous apercevez que l'ultra-gauche est toujours restée fidèle à l'idée qu'il n'y avait pas de différence de nature entre les régimes démocratiques et les régimes totalitaires, ce qui fait qu'elle a refusé de lutter contre le fascisme, en luttant même pour l'anti-antifascisme, qu'ensuite, lorsque la guerre d'Espagne a éclaté, les ultra-gauches, dans leur grande majorité, ont refusé de soutenir les républicains en disant « nous ne soutenons personne, cette guerre ne nous concerne pas ». Et lorsqu'est arrivée la Seconde Guerre mondiale, ils ont adopté la même attitude en disant « nous refusons de soutenir la résistance parce que cette guerre ne nous concerne pas ». Et ce regard, ce refus de s'inscrire dans les dynamiques antifascistes est allé très loin, puisqu'il y a par exemple un texte bordiguiste du tout début des années 1960 qui est très déplaisant et qui a connu une très très grande notoriété jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Auschwitz, le grand alibi. Alors c'est un texte qui a été écrit par un militant bordiguiste juif qui s'appelle Jean-Pierre Axelrad. Et que dit-il? En gros, il ne met pas en question le génocide, mais il dit en quelque sorte que le génocide est commode parce que le génocide permet de légaliser, alors dit-il, les camps de concentration que sont les entreprises. Donc pour lui, il n'y a aucune différence entre Renault, ou les usines ou les entreprises françaises et Auschwitz. Donc voilà, telle est la vision ultra-gauche, et évidemment, c'est une vision qui a beaucoup contribué à les décrédibiliser au long du XXe siècle. Il y a un phénomène assez curieux qui se passe, c'est que vous avez deux types d'écologisme. Vous avez un écologisme du début du XXe siècle qui est plutôt un écologisme de droite. Je pense notamment au Wandervögel en Allemagne, tout un courant écologiste qui s'inscrit dans la révolution conservatrice allemande. Et puis à partir des années 1960, dans le sillage des mouvements américains de contre-culture et dans le sillage de mai 1968, vous voyez
apparaître en France une sorte de sensibilité écologiste de gauche qui passe par les combats antinucléaires, qui passe par une sensibilisation sur la pollution à cette époque-là. Et c'est alors qu'arrive en 1972 Guy Debord, et Guy Debord va publier un texte qui s'appelle Les thèses sur l'international situationniste et son temps, et dans ces thèses-là, Guy Debord dit en substance que la lutte du prolétariat contre le capitalisme, finalement, elle a un peu fait son temps, et que maintenant, il faut passer à la lutte contre les nuisances. Donc il dit que le vrai danger, le danger futur, le danger important, c'est le danger contre les nuisances, parce que ce système devenu fou va détruire la planète et la transformer en poubelle. À partir de là, comme Guy Debord est un peu perçu dans l'ultra-gauche, comme c'est un peu une sorte de pape de l'ultra-gauche, comme André Breton était le pape du surréalisme, et à partir de là, vous allez voir éclore dans les marges des petits groupes qui vont être des groupes qui vont se préoccuper du phénomène des nuisances, le plus célèbre d'entre eux étant le groupe de l'Encyclopédie des nuisances. Et tout ça va provoquer une dynamique, et c'est sur le très long terme, et cette dynamique va, dans des circonstances complexes que je décris dans le livre, va déboucher sur l'édification de zones d'autonomie, de zones d'autonomie temporaires ou définitives qu'on va appeler des ZAD. Et les ZAD, pourrait-on dire, que nous voyons aujourd'hui un peu partout en France et même à l'étranger, sont de lointaines descendantes de la théorie situationniste et s'inscrivent dans l'héritage direct de l'ultra-gauche. On peut même dire que les ZAD sont des créations de l'ultra-gauche. Ce qui se passe, alors pour bien comprendre la genèse de ce qu'on appelle aujourd'hui les Black Blocs, on va essayer de faire ça complètement, il faut remonter à l'immédiate après 1968. Juste après 1968 en France, vous avez donc... mai 68 a été largement initié par des groupes d'extrême gauche classiques, hein, des groupes trotskistes, maoïstes, anarchistes, mais classiques. Or, il existe toute une frange fascinée par les situationnistes. Il y a eu les enragés à Nanterre en 1968 qui critiquent et qui contestent cette extrême gauche classique avec des slogans comme « gauchistes, vous nous faites vieillir ». Ce genre de slogan-là. Et en 1971, ces individus, qui sont dans des petits groupes épars bien sûr, décident de faire une opération symbolique, c'est qu'ils vont se livrer au saccage du quartier latin. Donc il va y avoir une opération de pillage et de saccage des boutiques du quartier latin, principalement de la rue Gay-Lussac à Paris. Et ça va donner le départ d'un phénomène qu'on va voir apparaître dans toutes les manifestations à partir de 1971-72. C'est le fait que lorsque vous avez une manifestation syndicale, une manifestation étudiante ou lycéenne, une manifestation de gauche sur tel ou tel thème, vous voyez se constituer à partir de 1971-72 un cortège de têtes, c'est comme ça qu'il se désigne déjà, dès cette époque-là, constitué d'un certain nombre de personnes qui veulent en quelque sorte critiquer la marchandise en pillant, et qui prônent le pillage et le fait d'attaquer directement la police. Alors on les appelle des provocateurs, on sait des pillards, on ne sait pas comment les désigner. Et puis là-dessus, ce qui se passe, c'est qu'en Italie, vous avez un certain nombre d'organisations maoïstes qui commencent à s'autodissoudre aux alentours de 1974-1975. Je pense à Lotta Continua ou à Potere Operaio. Et à partir de là, ces groupes-là vont inventer quelque chose de nouveau qu'ils vont nommer l'autonomie. L'idée des autonomes, c'est l'idée d'être indépendant vis-à-vis de toute organisation politique. Et c'est l'idée finalement de dépasser les étiquettes pour privilégier des modes d'intervention. Et les pillards français, tous ces ultra-gauches qui n'ont pas de nom, vont se parer du titre d'autonome. Donc à partir de 1975 en France, tous ces activistes vont devenir des autonomes. Et le groupe Action Directe, qui a fait tant parler de lui, par exemple, de 1979 à 1983, ce groupe-là se désignait lui-même comme autonome. Et d'ailleurs, Jean-Marc
Jean-Marc Rouillant, son fondateur, se désigne encore aujourd'hui comme communiste libertaire. Donc il s'inscrit dans cette mouvance qui nous intéresse beaucoup. Alors le terme Black Bloc apparaît en 1982. Pourquoi? Parce que ces mouvements autonomes se répandent dans toute l'Europe et même aux États-Unis, avec toujours les mêmes pratiques, donc déborder la manifestation officielle, casser les vitrines, s'en prendre à la police, exactement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est absolument la même chose. Et notamment, il y a un mouvement particulièrement vivace à Berlin-Ouest, nous sommes avant la chute du mur de Berlin, où il y a de très nombreux squats libertaires, et dans ces squats, une sensibilité ultra-gauche très forte. On lit Guy Debord, on lit les textes situationnistes, on lit les textes conseillistes, on lit toute cette histoire culturelle ou contre-culturelle qui est passionnante. Et ces activistes berlinois prennent l'habitude d'intervenir dans les manifestations pour les déborder, comme leurs homologues français. Et alors, simplement, ce qui les distingue, c'est qu'ils sont tous vêtus de noir, mais il faut dire qu'on est à l'époque punk, l'époque de la New Wave, et donc c'est tous des gens qui évoluent dans cette sphère contre-culturelle du punk et de la New Wave. Donc ils sont tous vêtus de noir, et la police allemande, en 1982, les désigne comme « Ah voilà le Black Bloc qui arrive », puisqu'ils se constituent en une sorte de bloc, pourrait-on dire, noir, puisqu'ils sont vêtus de noir. Et alors, petit à petit, le terme va faire fortune, en quelque sorte, jusqu'au point où les journalistes qui manquent parfois de discernement vont désigner ces groupes comme des organisations existantes. Alors, qui est le chef des Black Blocs? Comment sont-ils structurés? Comment sont-ils organisés? En réalité, ce que font les autonomes, c'est la constitution en bordure des manifestations de ce qu'ils appellent eux-mêmes des blocs autonomes. Donc ce qu'on appelle le Black Bloc, en réalité, ce sont les blocs autonomes qui sont des modes d'intervention qui permettent donc à tous ces activistes qui généralement se reconnaissent par le fait qu'ils sont vêtus de noir, effectivement, ce sont des modes d'intervention qui leur permettent de casser, comme on le voit, de piller ou de s'en prendre à la police. Donc c'est très ancien. Il n'y a pas de sociologie qui a été faite véritable des autonomes, hein, puisqu'on nous parlons là ou de la mouvance ultra-gauche. Ce que j'ai pu observer, moi, c'est qu'elle est principalement constituée de gens plutôt jeunes. Il y a un rajeunissement, c'est très important de le dire. Il y a eu au début des années 2000 un rajeunissement du courant ultra-gauche, qui est un courant dans lequel vous voyez maintenant des générations qui se succèdent les unes derrière les autres. Donc il y a effectivement ce phénomène de rajeunissement. Et je dirais que les jeunes activistes aujourd'hui, qu'on voit aussi bien dans les ZAD que effectivement dans les éventuels groupes Antifa, ou qu'on voit dans les cortèges de tête, ce qu'on appelle les cortèges de tête, se constituer en blocs autonomes, sont généralement des jeunes gens plutôt d'origine européenne, blancs, et généralement issus des classes moyennes. C'est-à-dire soit classe moyenne inférieure, soit classe moyenne supérieure, ça peut aller jusqu'à la grande bourgeoisie. Dans tous les cas, ce sont des gens très éduqués, et j'en veux pour preuve le fait que les textes théoriques auxquels ils se réfèrent sont des textes très difficiles à lire, qui sont écrits dans une langue complexe. Il faut vraiment un bagage culturel pour les lire. Quand les ultra-gauches imaginent que leurs textes pourraient convaincre la classe ouvrière, bon, ils sont un peu dans ce rêve éveillé, car en fait, les textes sont beaucoup trop complexes pour être compris par qui n'a pas Bac+5. Donc en fait, la plupart d'entre eux sont des gens qui ont effectivement eu un bagage universitaire, et donc ce sont des gens effectivement de la bourgeoisie, petite, moyenne ou grande bourgeoisie, avec un bagage culturel et universitaire, la plupart d'entre eux. Mais il y a parmi eux aussi ce qu'on pourrait appeler des déclassés, c'est-à-dire des gens qui ont grandi dans un milieu enseignant, dans un milieu classe moyenne, et puis qui ont fait le choix d'aller vivre, par exemple, dans une commune rurale, d'aller vivre en squat ou d'aller vivre dans des zones à défendre, par choix idéologique, bien sûr. Vous savez, quand on veut tout détruire, que font les autonomes dans les manifestations? Ils s'en prennent physiquement aux symboles de ce monde.
C'est-à-dire les symboles de ce monde, pour eux, c'est quoi? C'est la Banque de France, c'est les agences bancaires, c'est pourquoi pas les agents immobiliers, les postes de police. C'est ça les symboles de ce monde. Et à la police, ils s'en prennent physiquement à la police parce qu'elle symbolise ce monde. Ils sont donc dans une violence, au fond, réelle mais symbolique. C'est-à-dire qu'ils sont dans quelque chose ils savent que cette violence ne fera pas avancer spécialement leur cause, mais leur stratégie, qui vaut ce qu'elle vaut, consiste à espérer que leur violence va contaminer les autres. C'est ce qu'ils ont tenté de faire et parfois réussi à faire dans le cas de certaines interventions, par exemple avec les Gilets jaunes. Certains gilets jaunes ont trouvé que finalement les autonomes exprimaient une colère, une violence que eux n'osaient pas sortir, mais finalement les ultra-gauches le faisaient à leur place. Il y avait donc cette idée-là. C'est pour ça qu'on a pu parler dans la mouvance très vague des Gilets jaunes d'une sensibilité qu'on a dit ultra jaune, c'est-à-dire des gilets jaunes qui, tout à coup, suivaient les Black Blocs et disaient finalement ils ont raison. Mais c'est vrai que les Black Blocs, lorsqu'ils interviennent, enfin les autonomes, le font avec une stratégie, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas piller tous les magasins. Ils vont piller certains magasins, ils ne vont pas s'en prendre à tous les commerces, mais à certains commerces. Et par exemple, ce qu'ils font, c'est que s'il leur arrive de piller, ils vont immédiatement tout donner autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette espèce de désir vraiment de disséminer leur prise, évidemment, mais aussi dans l'idée de faire des émules et que leur violence soit virale et que toute la société explose pour tout détruire. Donc évidemment, on peut se demander si c'est du communisme ou si c'est du nihilisme. Car lorsqu'on imagine que la classe ouvrière va spontanément tout détruire pour instaurer par miracle le pouvoir international des conseils ouvriers, c'est une très belle vision et très poétique et très généreuse. Enfin, il y a assez peu de chances que ça arrive. D'ailleurs, c'est rarement arrivé, voire jamais, puisque les expériences aujourd'hui de réalisation éphémère de conseils ouvriers, on le sait, ont été beaucoup plus complexes qu'il y paraît. Je pense à Kronstadt, je pense à d'autres expériences de conseils qui ont été relativement déceptives, mais qui sont aujourd'hui mythifiées. Merci Christophe Boursier d'être venu à Front Populaire. Et je vous en prie.